toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et enfin, après 2 mois malheureusement où j'ai pas pu vous faire notre rendez-vous mensuel des sorties VO que je me suis procuré, et bah on revient du coup avec les sorties VO du mois de février. Alors j'ai hésité à vous faire les sorties VO du mois de décembre et janvier. Mais en fait, c'était tellement le bordel, je les ai tellement reçus de manière tellement incohérente et tout, que pour tout vous dire, j'ai même pas eu le temps de bien les classer comme je fais pour pouvoir vous faire une vidéo. Ce qui fait qu'au final, j'ai pris la décision de pas vous faire la vidéo pour le mois de décembre et janvier, j'en suis désolé. Mais du coup, on réattaque à partir du mois de février. Et puis s'il y a vraiment des choses importantes qu'il y a eu les mois précédents, de toute façon, je vous le dirai ici. Du coup, on va attaquer tout de suite avec l'univers Ultimate. Avec du coup le numéro 14 de l'univers d'Ultimate Spider-Man. Qui du coup fait la suite du numéro 13 qui était déjà vachement cool, qui du coup nous présentait un peu surtout Kraven, la version Ultimate de Kraven. Et il faut dire que Ultimate Spider-Man, moi jusqu'au numéro 11-12 je commençais à être un peu dubitatif parce que le numéro Noël était sympa, mais j'avais l'impression que du coup ça faisait un peu un creux de la vague. Mais j'aurais pas dû autant douter parce que le numéro 13 et 14 et surtout celui-là vraiment il est vraiment super top. Le seul défaut du numéro 14 c'est que je peux pas trop vous montrer grand chose du numéro parce que en fait ça va énormément spoiler. Mais comme vous pouvez le voir, de toute façon on va voir du coup Black Cat, on va voir Kraven, on va voir Spider-Man, on va voir le Green Lantern. Mais on va aussi voir un autre Spider-Man parce que sous ce costume c'est peut-être pas vraiment Peter Parker, mais je peux pas non plus vous dire qui exactement est dans ce costume. Une autre chose à noter du coup avec ce numéro, c'est le retour de Keketo au dessin, pas vraiment, en tout cas dans celui-là c'est Keketo qui est au dessin, c'est pas David Messina. Et c'est pas pour autant que je critique David Messina, parce que pour être très honnête, je trouve que son travail est très honnête, j'ai aucun problème quand c'est lui qui dessine. C'est juste que oui, en effet, Keketo c'est un peu mieux, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus punchy, et j'ai rien à dire aussi, c'est vraiment très cool. Mais voilà, c'est vrai que quand c'est Keketo, ça a un petit plus, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que quand c'est Messina qui prend par intermittence, c'est pas non plus scandaleux, et du coup, je trouve pas que ça fait baisser en qualité la série. Grosso modo, vraiment, je peux que vous conseiller, moi, encore Ultimate Spider-Man, c'est vraiment super cool. Et de toute façon, ça paraît en VF tous les mois, enfin tous les 2 mois dans le fascicule Ultimate Universe. Du coup, on va continuer avec l'univers Ultimate, on continue avec du coup Ultimate Black Panther, qui est un comics que je sais beaucoup trouvent moyen, ou dont tout le monde s'en fout un peu, j'ai l'impression que personne n'en parle énormément. Alors qu'au final, moi je trouve que c'est quand même une série très très solide, hein, très honnête, avec une super histoire, un dessin très sympa de Caselli, que je connaissais pas beaucoup avant Black Panther pour être très honnête. Là, on commence à être dans la transition avec un nouvel arc. Donc on voit beaucoup de discussions entre Black Panther, la Doctor Strange de l'univers Ultimate, qui du coup est une femme. Mais voilà, on va voir du coup l'introduction en fait du nouveau entre guillemets protagoniste, comment est-ce qu'il arrive, pourquoi, et vous allez voir que c'est un protagoniste qui a plutôt la classe. Mais voilà, je vais pas non plus trop aller loin, mais comme vous pouvez voir, on peut voir aussi Storm et tout, c'est plutôt cool. Vraiment pareil, Ultimate Black Panther, moi c'est une série dont je m'attendais rien à l'époque et que je trouve vraiment très très sympa. Ensuite, je vais vous montrer les deux en même temps parce que je trouve que c'est plutôt pertinent. Du coup, pendant les mois, entre guillemets, perdus, ce qu'on n'a pas eu, c'est qu'en fait, en effet, pendant le mois de décembre et janvier, on a eu les Ultimates, du coup, 7, 8 et Year One. Ce qui, en gros, marquait une sorte de petite, de petit bilan de l'univers Ultimate avec, du coup, à la fin de l'Ultimate Universe Year One, l'introduction de Ultimate Wolverine. Dont on va parler tout de suite, parce que Ultimate, au final, le numéro 9, c'est un numéro où il n'y a pas grand chose à dire, et en plus de ça, il y a un petit gimmick dedans, donc je vais vous le montrer très rapidement. Ça raconte beaucoup de choses, enfin, ça parle beaucoup, l'histoire avance pas énormément, et en plus, il y a un gimmick graphique de vouloir faire un gaufrier au début, comme dans Watchmen, et de terminer, en fait, avec une sorte de... Pareil, en fait, de toujours faire le même style de découpage, pour que ce soit un peu homogène entre chacune des pages. Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai pas particulièrement bien aimé le numéro 9, mais c'est un peu une exception parce qu'avant ça, j'aimais plutôt bien. À l'inverse, par contre, Ultimate Wolverine, donc j'ai pas pu vous montrer le numéro 1 et je m'en excuse, mais j'aime beaucoup le numéro 2. Déjà parce que j'aime bien l'histoire, parce que grosso modo, le Wolverine de l'univers Ultimate, c'est un mélange entre Wolverine et le Soldat de l'Hiver. Parce qu'en effet, dans cet univers-là, du coup, comme vous savez bien, c'est le maker, en fait, qui a pris un univers et qui a voulu le façonner dans son idéal. Sauf que du coup, il s'est servi de plein de personnages comme Wolverine, comme certains X-Men, etc. pour en gros en faire des personnages autres que ce qu'ils étaient censés devenir.
Et du coup, Wolverine est devenu du coup le soldat de l'hiver, une sorte de pantin qui sert à des missions quand ils en ont besoin. Enfin, quand le cercle en a besoin. Donc le cercle, c'est entre guillemets l'organisation du Maker. Et comme vous pouvez le voir, on peut retrouver aussi Colossus et plein d'autres X-Men. Donc vraiment, c'est sympa. Au bout de 2 numéros, franchement, on a envie de connaître la suite. C'est plutôt cool. Et sachant que beaucoup de gens se plaignent que Ultimate X-Men raconte pas vraiment la vraie histoire des X-Men, donc on va venir après sur Ultimate X-Men, mais voilà. Bah en tout cas, dans Ultimate Wolverine, du coup, on voit beaucoup plus, entre guillemets, de vrais X-Men pour les gens qui auraient voulu voir du X-Men à l'ancienne dans l'univers Ultimate. Donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de savoir comment est-ce que Panini va le sortir en VF, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de séries, et qu'avec un rythme de bimensuel, j'ai peur quand même, enfin, qu'on mette du temps, en fait, à rattraper. Parce que par exemple, les X-Men, ça sort pareil en bimensuel, mais ça sort 2 par 2. Donc, je sais pas, à voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Mais en tout cas, Ultimate Wolverine, c'est vraiment cool. Du coup, on parlait d'Ultimate X-Men juste avant. Et c'est du coup sur ça qu'on va terminer. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas les Ultimate X-Men de Peach Momoko. Et à vrai dire, je crois que je comprends. Pas parce que moi je suis d'accord avec eux, parce que moi j'aime beaucoup. Mais parce que moi je suis plutôt honnête. Et je vais vous dire qu'en effet, il y a des défauts que moi aussi je vois énormément. Des défauts notamment sur le fait qu'en effet, si vous attendiez à lire du X-Men, ça n'en est pas vraiment. Hein. Il y a le côté, effectivement, vous avez Armor, il y a Maelstrom, voilà, il y a des personnages avec des pouvoirs de mutants. Mais c'est vrai que l'histoire vous rappellera pas grand-chose des X-Men de l'univers normal. Mais ça, pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Un autre défaut, par contre, qui est un peu plus vrai, enfin, en tout cas que moi, je peux comprendre, c'est que beaucoup de gens ont tendance à trouver que certaines cases, certaines planches sont beaucoup plus moches que d'autres. Et c'est vrai que Peach Momoko, je trouve que ça se voit, qu'elle n'a pas l'habitude du rythme d'un numéro par mois. Et en même temps, c'est son premier comics où elle est en rythme d'un numéro par mois. Donc, il faut bien qu'elle se fasse la main au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand vous regardez, vous voyez ça, par exemple, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais j'ai envie de vous dire, moi, la globalité me fait oublier tout ça. C'est que je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'original, tellement quelque chose de rafraîchissant, de fondamentalement différent dans ces Ultimate X-Men, que j'arrive même pas à en vouloir à Peach Momoko, parce qu'en fait, le reste, j'aime bien. Il y a plein de moments où je trouve que les dessins sont super cool, où je trouve vraiment qu'il y a une DA particulière, et que du coup, ça me fait oublier les défauts que beaucoup de gens mettent en avant. Parce qu'en plus, la plupart des gens qui mettent en avant ces défauts, c'est des gens qui aiment pas de base Peach Momoko, parce que elle est japonaise, ça fait manga, blablabla. Alors que moi, franchement, je trouve même pas que ça fait manga, et c'est ça que je trouve cool. C'est que je trouve vraiment qu'elle a une patte artistique bien à elle, bien ancrée. Elle vous raconte vraiment une histoire qui, pour le coup, va complètement vous désarçonner parce que vous attendez à rien, puisque c'est justement, elle vous raconte pas du tout quelque chose que vous pouvez prédire. Donc moi, vraiment, Ultimate X-Men, je trouve que c'est cool, parce que chaque numéro est inattendu. Chaque numéro va déboucher sur quelque chose dont vous attendez pas, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Et en plus de ça, je trouve que d'un point de vue narratif, ça se lit très vite. C'est pas du tout chiant à lire, il n'y a pas beaucoup de blabla, et d'ailleurs, certains s'en plaignent aussi, parce que certains trouvent que ça se lit très vite, et c'est le cas. Mais même ça, moi, je trouve que c'est plutôt cool, parce que du coup, la narration est très, très graphique. Et moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve vraiment que Peach Momoko, son travail est cool. Donc, encore une fois, chacun a son opinion. De toute façon, moi, j'ai pas des goûts parfaits, vous savez. J'aime bien Véronica Mars, Gossip Girl, les Glee. Alors... enfin, non, enfin, je les ai vus, les séries, quoi. Je les aimais bien. Donc, voilà, c'est pour dire que j'ai pas des goûts parfaits. Mais c'est vrai que, essayez, juste, si vous prenez de toute façon le premier numéro en VF de Ultimate Universe, vous allez voir le premier numéro d'Ultimate X-Men dedans. N'hésitez pas à tester et à voir si vous aimez bien ou pas. De toute façon, ça, il n'y a pas de raison que tout le monde trouve ça nul. Maintenant qu'on a terminé l'univers Marvel, on va passer du coup chez DC. Et du coup, chez DC, pareil, on va passer par l'univers Absolute, qui est un peu le penchant ultime, enfin, le penchant de l'univers Ultimate version DC Comics. Et là, pour le coup, je trouve qu'on est encore plus poussé que l'univers Ultimate. C'est-à-dire que dans l'univers Ultimate, c'est vrai, sauf Ultimate X-Men, mais je veux dire, on a tendance à quand même voir un peu des choses qu'on a déjà vues avant, etc. Là, pas du tout. Souvent, je trouve que ça change énormément, qu'on a vraiment une nouvelle vision artistique de level design, de chara design, etc. Déjà, j'aime beaucoup Kelly Thompson, qui est l'autrice du comics, et j'aime beaucoup Kelly Thompson en général. J'avais adoré son Deadpool, j'avais adoré son Scarlet dans l'Energon Universe, et j'aime beaucoup sa Wonder Woman qui a un côté, son Wonder Woman qui a un côté très Kaiju Ega, mélangé à du Berserk, qui a un côté beaucoup plus dark, un personnage qui est beaucoup moins naïf qu'habituellement dans plusieurs comics Wonder Woman qui sont sortis, notamment Wonder Woman Rebirth, que j'avais vraiment moyennement aimé, même s'il y a d'autres runs que j'avais beaucoup aimé, comme le run New 52 que je trouvais original, ou les Terre 1 qui étaient très cool. Mais là, vraiment, on est dans un délire vraiment très sympa, où on a vraiment une Wonder Woman qui a un côté très guerrière, qui a un côté vraiment
voilà, d'abnégation que j'aime beaucoup, avec avec une DA générale que j'aime beaucoup, des monstres que j'aime bien. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un Wonder Woman rafraîchissant que je vous conseille vraiment. D'ailleurs, l'univers Absolute va sortir au mois de mai. Et moi, j'ai même pris le numéro, entre guillemets, pré-publication qui vont sortir avec le Comic Shop Assemble. Donc, vous pouvez vous renseigner parce qu'il y en a plusieurs dans toute la France des membres du Comic Shop Assemble. Moi, perso, je le prends chez Central Comics. Comme ça, vous savez que ça existe là-bas. Ça coûte 10 € et en fait, vous avez les 3 premiers numéros, enfin, les premiers numéros des 3 séries absolutes. Donc, Batman, Superman et Wonder Woman en noir et blanc dans un petit fascicule à 10 balles. Et moi, je l'ai pris pour encourager parce qu'en vrai, j'ai déjà les numéros du coup. Mais parce que vraiment, c'est très sympa. Et d'ailleurs, j'ai, pareil, hâte que Absolute Green Lantern commence. Mais bref, trêve de bavardage sur Absolute Wonder Woman. C'est super cool. Si vous le voulez en mai, ça sort. Je crois que ça sort à 18 € en édition normale et 20 € en édition collector chez Pulps. Et vraiment, je vous le conseille. Mais vous allez voir que je vous conseille toutes les séries Absolute. Donc du coup, ça va vous demander beaucoup de sous au mois de mai. Et du coup, là, on enchaîne avec Absolute Batman. Et Absolute Batman, pareil, c'est vraiment absolument super bien. Mais petit bémol, parce que je sais que, je sais pas, normalement, dans les numéros précédents, vous avez en fait un artiste qui a changé. Enfin, c'était pas Nick Dragotta avant. Donc là, Dragotta revient, donc c'est cool. Parce que Dragotta, c'est la classe internationale et que je trouve vraiment qu'il a réussi à donner une vibe, une atmosphère, un ton à Absolute Batman qui est absolument génial. Mais par contre, le problème par rapport à Ultimate Spider-Man, où je vous disais que David Messina, c'est pas un gros glow down par rapport à Keketo, donc c'est pas très grave, c'est que l'artiste qui change avec du coup avec Dragotta, donc là de tête je l'ai pas, mais je vous le mettrai quelque part en annotation. Bah vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus laid que Dragotta. Alors ça changerait en fait que le comics en lui-même est super cool, super bien écrit, et que pour le coup, encore une fois, vous avez vraiment l'impression de pas lire le Batman que vous avez l'habitude de voir, à part le costume qui est familier. Tout le reste n'a rien à voir, que ce soit son background familial, s'il est riche, sa manière de procéder, son entraînement, ses acolytes, Alfred, tout, rien n'a de rapport. Vous avez juste les noms, mais tout est fait pour à chaque fois vous induire en erreur pour pas que ce soit comme vous vous y attendez. Et vraiment, du coup, moi je trouve qu'après justement une série Batman de Zdarsky qui était vraiment très conventionnelle, blockbusteresque et qui n'inventait rien, qui était vraiment, moi vraiment le run de Zdarsky, je l'ai vraiment pas beaucoup aimé, je l'ai vendu d'ailleurs en VO et je comptais pas l'acheter en VF du coup. Mais vraiment voilà, en tout cas Absolute Batman, c'est vraiment l'inverse, c'est un vent d'air frais sur le personnage, sur la manière de le traiter et vraiment c'est super cool. Pareil, du coup, je vous invite vivement, si vous le pouvez, si vous avez les moyens, parce que je sais que les comics, ça coûte de plus en plus cher de nos jours, malheureusement, mais à tester, du coup, les séries Absolute, dont aussi, du coup, la série Absolute Superman. Absolute Superman, qui est pareil, une série qui réinvente vraiment beaucoup le personnage. Lois Lane, c'est pas du tout celle à qui on s'attend. Superman, il a vraiment un background différent. On a vraiment un côté très géopolitique dans Absolute Superman, où comme vous voyez, on voit le Pakistan, on voit des organisations terroristes, on voit comment se traiter l'antiterrorisme, on voit comment Superman est vu en fait dans le monde. On a des nouveaux méchants, entre guillemets, qui sont introduits, comme Elle. Et vraiment, c'est super cool. Et en plus, au dessin, Rafa Sandoval, c'est du petit lait. C'est vraiment d'une classe internationale. J'adore comment il traite Superman, comment il le met en évidence, comment il le met en valeur. Et même le côté un peu... chanteur de One Direction de Superman dans sa coupe de cheveux et tout. Je sais pas, je trouve que ça lui donne un côté badass quand on sait que justement, c'est pas du tout quelqu'un de gentil et niais, vraiment très poussé dans le comics. Donc vraiment, Absolute Superman, pareil, c'est super top. Et comme toutes les autres séries Absolute, je vous le recommande très vivement. Et ça sortira en VF au mois de mai. Pareil, je crois 18 € en classique et 20 en édition collector Pulps. Et d'ailleurs, Batman, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 20 € édition classique et 22 € édition Pulps. Et si c'est un peu plus cher, c'est parce qu'il y a un peu plus de pages, il me semble. On a donc terminé pour le moment les séries Absolute qui sont sorties. Maintenant, on continue avec le Superman de l'univers classique, entre guillemets. Avec le numéro 23. Et on continue du coup à avoir du très très bon Superman dans l'univers classique. Avec un numéro très porté sur l'action, avec des dessins fabuleux de Dan Mora, que moi, personnellement, est un artiste que j'aime bien. Et franchement, quand je vois toutes les séries qu'il dessine, je me demande comment ce mec fait pour avoir une vie sociale, c'est impossible. Ou alors, c'est qu'il les a vraiment fait en amont, que c'est bien organisé, ou je sais pas, mais très étonnant, parce que vraiment, Dan Mora, en plus, c'est toujours beau. Je sais pas comment il fait. Il n'y a jamais rien qui est raté dans ce qu'il fait, c'est fou. Mais vraiment, la série est super cool. La série Superman, en règle générale, est vraiment bien. Donc, moi, si vous le pouvez, vous pouvez commencer dès le numéro 1. Le numéro 1 qui, en VF, est le tome 1 de Dawn of DC.
Et vraiment, vous allez avoir une super histoire, parce que vous allez avoir une histoire super intéressante, avec des méchants super cool, avec des manières de traiter Lex Luthor vraiment originales, avec sa dualité avec Superman et tout. Vraiment, Superman, c'est une super série. Par ailleurs, j'ai fait exprès de y aller à la fin, c'est qu'à la fin, on a un numéro preview de Absolute Flash, qui, ne vous inquiétez pas, quand je l'aurai, je vous le montrerai aussi de toute façon, mais qui est écrit par Jeff Lemire, donc moi je dis Lemire, il y en a ils disent Lemire, voilà, et qui est dessiné par Nick Roble, donc moi je dis Nick Roble, il y en a ils disent Nick Robles, mais voilà. Et plus sérieusement, en 3 pages, moi ça m'a plutôt vendu le truc, parce que je trouve que le côté super rapide, la grosse page vénère, et ensuite le personnage et tout, qui est un peu dans un côté introspection et tout. Je sais pas, ça m'a intrigué. J'ai vraiment envie de connaître Absolute Flash, comme j'ai envie de connaître Absolute Green Lantern. Et j'ai cru voir qu'il y avait un Absolute Martian Manhunter. Donc, de toute façon, je vais avoir toutes les séries absolues, donc vous les verrez. Mais enfin, pour revenir à l'essentiel, vraiment, Superman, pareil, c'est une super série. Ça sort en VF. Je sais pas quand est-ce que cette version-là va sortir en VF. Et je pense qu'ils vont arrêter de l'appeler Dawn of DC. Mais bon, à voir. Pour le moment, j'ai pas encore d'informations sur ce moment-là de Superman en VF. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Je continue du coup avec le DC Universe, avec du coup Poison Ivy, qui du coup continue à être très cool. Hein, parce que c'est Poison Ivy, c'est toujours bien. C'est un niveau de qualité scénaristique qui reste vraiment très constant tout le long de la série. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait qu'à la base, ça devait être une mini-série de 8, puis après de 12, puis qu'après c'est devenu une ongoing parce que ça marchait vraiment bien. Si moi je devais dire un défaut, entre guillemets, en étant objectif, c'est qu'il y a exactement les mêmes défauts qu'avec Peach Momoko d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que Takara, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très beau, je trouve qu'il a un style vraiment particulier et que d'ailleurs son Poison Ivy a vraiment une vraie vibe grâce à lui. Mais par contre, pareil, il y a des moments où, parce qu'à mon avis, il veut aller vite, ou parce que, voilà, il se dit, faut que je profite, enfin, faut que je me fasse plus plaisir sur l'autre planche et tout. Et ben, il y a des petites cases, où parfois il y a des trucs moches. Vous voyez, genre là, par exemple, c'est très joli. Moi, j'ai rien à dire. Je trouve la page super stylée. Et par contre, si on retourne au début, bon, vous allez voir qu'il y a des moments un peu moins jojo. Et genre là, c'est pas très jojo. Genre là, c'est vraiment pas très jojo. Mais c'est pas très grave. À vrai dire, moi, je suis là à faire le mec en mode c'est pas très jojo. Pour dessiner une maison, je fais un carré et un triangle. Donc, je suis pas non plus le mec super fort pour critiquer les dessins. Ou loin de là, même. Mais voilà, en tout cas, Poison Ivy, ça reste très cool. Le personnage, il continue à avancer dans sa psyché. En fait, je trouve vraiment que pour moi, ça va être un run qui va marquer. Parce qu'en fait, c'est le run qui, pour moi, définit ce qu'est Poison Ivy. En termes de lore, en termes de personnages secondaires, en termes de personnes qu'elle fréquente, en termes d'antagonistes. Pour moi, vraiment, J. Willow Wilson, elle a fait un travail monumental pour vraiment rendre à Poison Ivy un vrai lore, quoi. Que ce soit un vrai personnage avec un vrai univers autour d'elle. Et pas juste un méchant de Batman. Et du coup, je trouve ça vraiment une grande réussite. D'autant plus qu'en plus, je trouve vraiment que les couvertures à chaque fois sont très belles. Et je vous parle même pas des variantes, hein, mais le problème, c'est que si je les prenais, je finirais ruiné. Il y a des variantes qui sont vraiment sublimes aussi. On termine l'univers d'ici en vous montrant des facsimilés de Batman Silence. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu prends des facsimilés? Parce que d'ailleurs, j'en prends jamais. Mais parce qu'en fait, il y a Batman Silence 2 qui va sortir au mois d'avril-mai, je crois, dans ces eaux-là. Et en fait, j'adore Batman Silence. C'est un des premiers comics que j'ai lu à l'époque quand j'étais jeune de DC Comics. Et je me suis dit, comme Batman Silence 2 va sortir et qu'il me ressorte les numéros VO en facsimilé de Batman Silence d'origine, enfin de l'époque, bah prends-les, comme ça t'auras tout entre guillemets en single issue, ce sera sympathique dans la collection. Et surtout parce que moi je vais vous montrer une planche. Parce que bon, il y a aussi le 609 et le 608 avant, mais bon, comme je les ai reçus avant, ils sont pas dans la liste des février. Mais je les ai, vous inquiétez pas. Mais surtout, je vais vous montrer le 610 parce que dans le 610, il y a une planche qui, moi, m'avait marqué quand j'étais jeune. Alors, vous allez la reconnaître, normalement, elle est très très connue. Mais cette planche, c'est celle-là. Ouais. Pour tout vous dire, je l'ai même en tableau poster, donc un poster entouré, entre guillemets, dans un cadre, dans ma Comics Tech. Parce que vraiment, cette planche-là, quand j'étais jeune, elle m'a marqué à vie, quoi. Je sais pas pourquoi, en plus. Parce qu'au final, c'est juste Catwoman et Batman qui s'embrassent. Mais je sais pas, la composition, le dessin, la manière dont ils se prennent, la fumée derrière, la lune qui s'écrase. Genre, vraiment, je trouve que ça a une classe monumentale. Et surtout, je sais pas, je pense que c'était l'un des premiers travaux de Jim Lee que je lisais à l'époque. Et que vraiment, ça m'avait vraiment tarté, Batman Silence, d'un point de vue graphique. Et jeune, il m'en fallait pas beaucoup, hein, parce que moi, jeune, Batman, je connaissais que les films. Donc en fait, quand j'ai vu Batman Silence, bah, j'ai découvert plein de persos que je connaissais pas, parce qu'il y a plein d'antagonistes dedans qu'on connaît pas, qu'on découvre, qui sont souvent hors des films. Mais comme du coup, c'est plutôt bien introduit, on n'a pas l'impression de rien comprendre. Et en plus de ça, les dessins sont tellement beaux et le récit est plutôt efficace. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où on se dit c'est bon, on s'en fout de savoir qui est Silence, blablabla. Enfin, hush. Mais
Mais ça marche. Moi, à l'époque, je me souviens que vraiment, je devais avoir... quand je l'ai lu, je devais avoir quoi? Ouais, 10, 11, 12 ans, un truc dans le style. J'avais vraiment trouvé ça super cool, quoi. Et du coup, bah, je me dis, ça sort en facsimilé, j'en ai jamais. Pour une fois, fais un effort, achète-les comme ça. Quand il y aura Batman Silence 2, tu auras tout Batman Silence en single issue et c'est bien cool. Sachant que pour ceux qui veulent se procurer Batman Silence, hein, ça existe aussi du coup en grand format chez Urban et aussi en pocket, je crois, à 10 balles peut-être, 8 €, je sais plus. Mais bon, je trouverais ça dommage perso d'acheter du Jim Lee en nomade, mais après si vous n'avez pas les moyens, vraiment prenez-le, c'est vraiment cool. Ensuite, alors comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs mois, j'ai eu des problèmes d'approvisionnement, enfin mon comic shop, donc Pulps, a eu des problèmes d'approvisionnement à cause de Diamond, mais il n'y a pas eu que, hein, il y a eu beaucoup de comic shops en France. Du coup, les séries Mark Millar, ça a été celles qui ont été le plus touchées avec les séries Marvel. Ce qui fait que là, j'ai reçu le 5 et le 6 ce mois-ci, ce qui est cool, mais j'ai aussi reçu le numéro 3 aujourd'hui même, au jour où je fais cette vidéo. Ce qui fait que j'ai pas pu lire Nightclub 2. Et du coup, je vous montre les couvertures, et je vous montre aussi le travail de Juan Ramirez, que j'aime beaucoup. Par ailleurs, le 6, c'est le dernier numéro, donc je vais pouvoir enfin tout lire d'une traite, et ça, c'est plutôt cool. Mais j'aime beaucoup ce que Juan Ramirez fait, en tout cas graphiquement, et je me souviens que pour avoir lu le 1 et le 2, j'avais beaucoup aimé l'introduction de ce deuxième arc. Sachant que j'avais beaucoup aimé également le premier arc en fait de Nightclub, qui à l'époque d'ailleurs était sorti à seulement 2 €, je m'en souviens, enfin 2 $ le numéro. Alors que maintenant c'est passé à 5 quand même. Ça fait mal, mais à l'époque c'est chez Image, donc depuis que Mark Millar est passé chez Dark Horse, ça commence à faire un peu mal aux miches. Mais bon, je vous dirai si j'ai bien aimé. De toute manière, je pense que sur cette chaîne, à un moment donné, il y aura une grosse vidéo bien énervée monter une sorte d'émission sur Mark Millar. Donc, il n'y aura pas que sur Mark Millar, hein, il y aura sur plein d'autres sujets. Mais pour le moment, je suis vraiment en train de le faire sur Mark Millar. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un auteur qui a marqué ma jeunesse. Donc, je pense que pour lancer mon émission, ce sera cool. Mais sinon, globalement, vraiment, Nightclub 2, pour le moment, ça a l'air sympa. Les deux premiers numéros étaient sympas. Je vous dirai ce que j'ai pensé du tout. Dans la même lignée, on va parler de Magic Order. Du coup, le 5e arc. Et le 5e chapitre du 5e arc. Mais pareil, j'ai reçu le numéro 3 aujourd'hui, donc j'ai pas pu y lire. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que Matteo Buffani, c'est plutôt joli. Et juste simplement, par contre, c'est une petite criticounette. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Parce que je sais que dans le comics, on a plusieurs artistes pour plein de personnages, Batman, Superman, etc. C'est juste que je trouve dommage que pour une série comme Magic Order, même si je sais que c'est le concept qu'a voulu Mark Millar de mettre sur chaque arc un dessinateur différent, c'est juste que du coup, je trouve qu'on est forcément déçu au moins un des arcs, ne serait-ce que graphiquement. Et c'est plutôt dommage. Parce que moi, par exemple, Buffani, j'aime bien, mais c'est pas incroyable, vous voyez. Moi, je passe de l'arc du deuxième arc où il y a Stewart Timonen, que je trouve trop bien. Genre vraiment, je trouve que moi, j'adore Stewart Timonen, j'adore son travail. Et je passe après à... voilà, Matteo Buffani, c'est sympa, mais je trouve ça moins beau. Mais je dis pas que moi, j'ai raison et que tout le monde va préférer le deuxième arc. Ce que je dis juste, c'est que dans tous les cas, vous allez préférer un arc beaucoup plus que l'autre, ne serait-ce que graphiquement. Parce que moi, déjà, scénaristiquement, je trouve que les deux premiers arcs sont les plus intéressants. Et qu'après, le troisième arc, c'est un creux. Et que le quatrième est un peu mieux. Mais lui, pour le moment, je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire. Mais juste, c'est dommage parce que graphiquement, on aurait pu avoir une unité. Je veux dire, c'est que 30 numéros. Je veux dire, c'est 5 arcs de 6 numéros. C'est pas... Voilà, mais bref, je sais que c'était le concept du truc. Voilà, c'est juste que moi, ça m'a un peu chafouiné. Voilà, c'est pas gravissime. Hein. Franchement, Magic Order, c'est super bien. C'est probablement un des meilleurs trucs qu'a sorti Mark Millar ces dernières années. J'ai hâte d'ailleurs qu'on en ait une série ou pas. Mais, qu'on en ait une série tout court, je veux dire. Mais bon, voilà. C'était pour faire mon coup de gueule. Bien vénère. Ensuite, on continue avec Ghost Machine. Et l'univers dit Unnamed. Qui est sorti en VF, du coup, au moment où je vous parle. Vous avez du coup le deuxième tome de Geiger et le premier tome de Redcoat. Et grosso modo, je peux que vous conseiller, parce que j'adore le label Ghost Machine. Par ailleurs, je fais une petite aparté pour Flex. Parce que depuis que Rook Exodus, que vous voyez pas là, parce que pour le moment la série elle est en suspens, elle va reprendre au mois d'avril. Depuis que Rook Exodus a fini son premier arc, je n'ai fait de cesse de répéter dans toutes mes vidéos que je rêve qu'Urban y édite en grand format. Et Urban a annoncé que ça allait être le seul comics de Ghost Machine pour le moment qu'ils annoncent, qui est édité en grand format. Alors je me doute qu'ils m'écoutent pas, hein, ils s'en tapent le coquillard de mes vidéos, mais je suis content. Et je pense que je vais acheter la version française de Rook Exodus. Parce que normalement, tout ce qui est Ghost Machine, j'y achète en VO parce que même les TPB sont beaucoup moins chers. Et d'ailleurs, je vais acheter le TPB de Rook Exodus aussi parce que sinon c'est moche dans ma bibliothèque. Je suis un mec chelou, voilà. Mais vraiment, du coup, je vous ferai une vidéo sur Rook Exodus bien grosse avec le gros volume VF, le TPB VO et tous les single issues qu'il y aura dedans.
et je vous ferai une grosse vidéo pour vous montrer vraiment pourquoi Rook Exodus c'est vraiment top. Fin de l'aparté. On passe par Geiger. Pour moi, en fait, Ghost Machine, c'est plutôt simple. Geiger, par exemple, en vrai, je vois beaucoup de gens ne pas dire que c'est médiocre, que c'est moyen et tout. Moi, déjà, perso, j'aime beaucoup. Et surtout, si vous aimez bien le post-apo, si vous aimez bien le délire un peu Fallout, Outer Worlds au niveau du gaming, ou si vous aimez bien en général même des films genre Waterworld, enfin bref, des films post-apo de survie où en fait vous avez un personnage un peu solitaire, même Mad Max en vrai un peu. Pour moi, vous allez plutôt bien aimer Geiger, parce que franchement, les personnages sont attachants déjà. Et en plus de ça, genre franchement, le chien par exemple, il est trop bien. Il y a un numéro, normalement si vous suivez mes vidéos, vous savez de lequel je parle, mais il y a un numéro par exemple qui est un numéro muet dans un zoo où vous suivez juste le chien de Geiger. C'est incroyablement bien. Je peux vraiment, rien que pour ça, pour moi, on doit acheter le deuxième volume VF parce que vraiment le numéro est génial. Et en plus de ça, vraiment Gary Frank qui fait du très bon travail. L'univers The Unnamed en général est vraiment bien entremêlé. Par exemple, là, vous voyez, il y a Junkyard Joe. Je vais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y a Junkyard Joe dedans, mais il y a Junkyard Joe. Et franchement, c'est super cool. Moi, je trouve que les dessins sont beaux. J'adore le personnage de Geiger. J'adore son chien. J'adore le zèbre. J'adore le chevalier un peu comic relief, un peu bidon qui le suit. Moi, je trouve que c'est un charme. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Geiger, voilà. Par ailleurs, cette couverture, c'est une couverture C, comme je vous l'ai montré, de Germán Peralta, parce que je trouvais qu'elle était bien plus jolie. Ensuite, on va parler du coup de Red Coat, qui est dans un autre ton, parce que, d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les numéros en VO ont une couverture wraparound. Mais donc, Red Coat, c'est l'histoire de ce mec qui s'appelle Simon Pure, et qui, grosso modo, est immortel. Donc, en fait, il va traverser les âges depuis, grosso modo, la guerre de sécession, un peu avant. Et vous allez le voir traverser les âges, régler des problèmes. Il va voir plein de choses. Il va traîner avec Albert Einstein jeune et tout. C'est un peu loufoque, c'est un peu marrant. Au début, je trouve que le premier numéro surtout, hein, même le deuxième un peu, j'avais un peu de mal avec le personnage. Je trouvais qu'il était un peu antipathique. Puis en fait, au fur et à mesure des numéros, il rencontre Einstein, c'est super cool. Il traverse plusieurs âges, plusieurs guerres, plusieurs endroits un peu fous. Et je trouve ça plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, un autre truc que je trouve très cool, c'est les dessins de Bryan Hitch. Alors après, je suis pas forcément très objectif, parce que moi, Bryan Hitch, c'est le gars avec qui j'ai grandi, parce que quand j'étais petit, j'ai lu les Ultimates. Quand j'étais petit, j'ai lu les 4 Fantastiques de Mark Millar et de Bryan Hitch, et j'avais adoré, j'ai été habitué à son dessin, ce qui fait que j'aime toujours autant son dessin. Mais en tout cas, vraiment, Red Coat, c'est super cool. Et pareil, si vous aimez bien un peu les dragicomédies un peu mélangées à du visiteur, mélangées à de l'action, bah, vous allez bien aimer Red Coat, parce que franchement, c'est plutôt fun. Ensuite, on va parler du reboot, remake, je sais pas comment on dit, moi j'appelle ça un reboot, de Witchblade. Qui est quelque chose qui est très critiqué chez beaucoup de gens qui n'aiment pas, parce qu'ils disent que c'était beaucoup mieux l'original. Et j'ai envie, avant du coup de continuer à vous montrer l'intérieur, de faire un petit aparté là-dessus. Pour vous parler de mon point de vue sur les remakes en règle générale. Que ce soit remake ou reboot. Voilà, je voulais juste des illustrations pour que vous puissiez voir. Je ne comprends pas l'intérêt de critiquer des reboots ou des remakes en le comparant à l'original. Parce que pour moi, alors après c'est parce que pareil, j'ai eu l'habitude de voir des reboots et des remakes. Moi j'ai 27 ans, donc je fais partie de la génération qui a vu des remakes et des reboots. Mais parce qu'en fait, pour moi, ça se juge justement en sachant si le film est cool ou pas sans avoir vu l'original. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas si vous connaissez Predators. C'est le 3e film Predator, c'était une sorte de soft reboot de la licence. Où il y avait Adrian Brody notamment en personnage principal. Bah, unanimement, les gens qui sont fans de Predator 1 et 2 n'aiment pas beaucoup Predators, en disant que c'est un faux reboot un peu pété. Sauf que moi, par exemple, la première fois que j'ai vu un film Predator, c'était Predators. Et j'ai beaucoup aimé Predators. Et c'est parce que j'ai beaucoup aimé Predators que j'ai voulu voir Predator 1 et Predator 2. Et en fait, si Predators, c'était un reboot nul, claqué, pas réussi, j'aurais jamais voulu voir Predator 1 et 2. Vous voyez, c'est un exemple à la con, mais c'est un bon exemple, je trouve. Alors qu'à l'inverse, par exemple, si aujourd'hui j'avais découvert Terminator avec Genesis ou Dark Fate, jamais j'aurais voulu aller voir Terminator 1, 2 et 3. Parce que les films sont nuls. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment des films nuls. Or que, du coup, on revient sur Witchblade. Moi qui n'ai jamais lu de Witchblade de ma vie, parce que j'avais jamais lu Witchblade avant les premières versions. Moi j'avais juste lu The Darkness et parfois Witchblade dedans, etc. Mais jamais lu les comics originaux. Ben moi le reboot, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien le personnage, j'aime bien la narration, j'aime bien les dessins de Cafaro, j'aime bien l'alchimie qu'elle a avec le mec, j'aime bien ses pouvoirs, j'aime bien sa psyché, j'aime bien les tourments qu'elle a, etc.
Je trouve ça vraiment cool. Et perso, c'est dommage, je trouve que personne ne veuille l'éditer en français, parce que je suis sûr que ça pourrait trouver quand même un petit public. Par ailleurs, un autre truc qui est vachement cool dans les numéros VO de Witchblade, c'est qu'on a beaucoup de bonus en plus, vous voyez, des couvertures, des planches ancrées, etc., des couvertures variantes et tout. Et du coup, c'est vraiment cool, et c'est du coup encore plus dommage qu'on fasse pas de version VF, parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire en plus une belle édition avec plein de bonus. Et voyez, pour vous donner un exemple de à quel point je trouve ça cool, c'est que moi, le jour où je peux, où j'aurai un peu de sous à dépenser là-dedans, j'aimerais bien me trouver le compendium de Witchblade original pour y lire. Parce que du coup, avoir lu le reboot m'a donné envie de lire l'original, parce que le reboot est cool, il est sympa. S'il avait été nul, et que j'avais trouvé ça rincé des fesses, bah, j'aurais dit, vas-y, c'est nul, je continue pas la série, et puis, on fiche de savoir d'où ça vient. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec l'argument du, ouais, c'était mieux l'original, donc ça c'est nul. Vous pouvez juste dire, l'original était vraiment bien, mais c'est un truc sympa, parce que c'est pas foncièrement nul. Je trouve que vraiment le reboot de Witchblade est vraiment plutôt sympa, même pour quelqu'un qui l'a jamais lu. Et graphiquement, je trouve ça très joli en plus. Voilà, fin de l'aparté sur le côté remake, reboot, comme ça vous avez mon avis sur la question. mais bon voilà, maintenant on va enchaîner avec l'Energon Universe, où du coup il y a deux comics. On a le numéro 4 de G.I. Joe, et pareil, malheureusement G.I. Joe, j'ai eu des problèmes d'approvisionnement, donc j'ai pas pu lire le numéro 2, 3 et 4. Mais je vais juste vous montrer le fait que j'ai pris la couverture de David Finch, parce que vous allez voir, il y a plusieurs couvertures. Il y a celle de Tom Riley, que je sais pas, j'aime bien les couvertures de Tom Riley, hein, mais à chaque fois, pour G.I. Joe, et à chaque fois, il y a des couvertures de David Finch, et à chaque fois, je les prends, parce que je sais pas, je trouve qu'elles ont un côté ultra classe, et je suis un peu kikoulol de temps en temps dans ma vie, donc je prends des trucs parce que je trouve ça classe. C'est notamment le cas avec Spawn pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, G.I. Joe, c'est cool. Et Tom Riley à l'intérieur, c'est vraiment, ça fait du bon taf. J'ai pas lu les trois derniers numéros, j'ai eu que le premier. Mais le premier m'avait bien hypé et j'ai hâte de pouvoir rattraper mon retard sur la série. Là où par contre, je peux vous donner un meilleur avis parce que j'ai tout lu, je suis à jour, c'est la série Transformers. Et je dois dire qu'au bout de 17 numéros, je peux que m'incliner vraiment sur la série Transformers. Parce que moi, j'étais vraiment pas hypé du tout par le concept, déjà, parce que moi, je suis pas fan de Transformers, j'ai 27 ans, j'ai pas grandi avec l'animé Transformers. Mais par contre, je m'attendais à rien, j'ai pris parce que voilà, il y avait Kirkman derrière, il y avait un nouvel univers, je voulais tenter. Et c'est tellement bien, c'est tellement efficace. Il y a tellement une maîtrise folle de la narration entre les moments où ça parle beaucoup, mais du coup, ça développe le lore, ça développe bien les liens entre les persos et tout. Vraiment, il y a jamais de gras. Vous voyez, dans ce qu'on a. C'est vraiment toujours efficace, intelligent, jamais chiant. On n'a pas, vous voyez, on lit pas du Tom King, quoi. Pour faire, j'exagère un peu, mais parce que Tom King, je trouve qu'il a tendance à surparler, à surfaire parler ses personnages, à surexpliquer tout. Là, on est vraiment limite dans l'inverse. C'est efficace à donf, super agréable à lire. Au dessin, bon après, faut aimer le délire un peu à la Rory Corona, qui d'ailleurs a un trait, je trouve, proche de Daniel Warren Johnson. Donc pareil, il y a zéro downgrade entre chaque dessinateur, ça marche du tonnerre. Et en plus, vraiment, on a vraiment une histoire qui est trop bien, quoi. On suit les Transformers, on développe leur lore, on voit Cybertron, on voit des origin story, on voit les Decepticons. Enfin, vraiment, c'est super cool. Pour moi, un film Transformers, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait ressembler à des films sur des gros robots vénères qui, en gros, font leur vie, on développe leurs relations, on développe des personnages avec quelques persos humains un peu sympas de temps en temps, mais vraiment, la série est super cool. Je sais pas quoi dire. Vraiment, lisez-la, tentez, et je sais pas, n'importe quel moyen, prenez le Docaz Algibert, lisez le premier numéro sur Internet, moi je m'en fiche. Mais vraiment, laissez-lui sa chance. Parce que je suis certain que plein de gens, par principe, vont pas vouloir, parce que c'est Transformers, parce qu'ils vont pas aimer le dessin de Warren Johnson au premier vue. Mais vraiment, au-delà même du dessin, d'ailleurs, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez trouver le dessin vraiment ultra à propos, quoi. Pour dessiner des gros robots, ça a trop la classe. Genre, moi, je verrais pas Tom Riley faire Transformers, vous voyez. Alors que vraiment, Rory Corona, Warren Johnson, c'est top. Donc vraiment, Transformers, c'est du petit lait. Lisez-le, c'est super cool. Ça existe en VF, il y a déjà 2 tomes et le 3e qui sort, je crois, cet été. C'est vraiment super cool. Et maintenant, on continue avec le Spawn Universe. Avec du coup, le numéro 10 de Sam & Twitch, qui est du coup le 2e numéro de la 2e enquête. Parce que la première enquête faisait 8 numéros, de la première au 8e numéro. La première enquête, rapidement, parce que du coup, j'ai pas pu vous la débriefer en décembre et en janvier. La première enquête était cool au final, elle s'est plutôt bien terminée, elle était plutôt sympa, mais elle est juste très longue. Je pense que la première enquête aurait pu faire 6 numéros au lieu de 8, ça aurait pas changé grand chose. Mais là, j'ai l'impression que ça rectifie le tir, parce que du coup, le numéro 9 et 10, il va beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet. C'est beaucoup plus sympa.
D'ailleurs, on a changé de dessinateur, maintenant on est passé sur Thomas Nachlik, et j'aime beaucoup mieux d'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus sympa aussi, parce que je crois qu'avant on avait Kudranski, si je dis pas de la merde. Et j'aime pas beaucoup Kudranski, même si je trouvais que ça allait pas trop mal avec le côté un peu polar et tout. Mais là, vraiment, Thomas Nachlik, j'aime bien. Et franchement, l'enquête est vraiment bien mieux. Au-delà du propos de l'enquête, parce que la première en soi n'était pas horrible d'un point de vue enquête, juste là, je la trouve bien mieux rythmée. Je trouve que les indices, l'intrigue, les événements s'enchaînent beaucoup mieux. Et qu'au final, même si ça parle toujours autant qu'avant, bah c'est vraiment très sympa. Et je vous laisse sur la dernière image parce que je suis un vilain qui veut vous spoiler. Alors qu'au final, vous savez vraiment pas ce qui s'est passé. Vous voyez juste Witch à terre, ça vous change rien à votre vie. Mais grosso modo, vraiment, ce qui est cool avec les numéros 9 et 10 et du coup bientôt 11, c'est que à chaque fin de numéro, j'ai envie vite de savoir la suite. Et c'était pas le cas de la première enquête. Donc vraiment, je trouve que le deuxième arc de Sam & Twitch, bah, il est plutôt sympa, il est plutôt hypant et j'ai hâte de lire le numéro 11. Ensuite, j'enchaîne avec vraiment un coup de cœur de l'année dernière. C'est la série Violator. Alors, la série Violator elle est vraiment oufissime. Parce que, en fait, donc le Violator, pour ceux qui connaissent pas trop le lore de Spawn, le Violator, c'est lui. Donc déjà, vous voyez que les dessins claquent leur maman, mais plus sérieusement, Violator, c'est le méchant de Spawn. Et donc, la série Violator, le concept, c'est que vous avez Violator, donc le méchant, qui va vous raconter des trucs. Son origin story, des événements de sa vie et tout. Mais vous savez pas si c'est vrai ou faux. Parce que le mec, il est un peu mytho sur les bords dans la série. Ce qui fait que là, vous avez 5 numéros. Parce que là, on en est au 5e, il y aura un 6e. Qui est dessiné par 5 personnes différentes. Où en gros, vous avez Violator qui vous raconte, donc dans le premier, son origin story. Et après, plein d'événements de sa vie. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Juste, c'est ultra bien. C'est ultra divertissant. Il se passe des trucs de frappadingue dedans. Les dessins sont fous à chaque fois. En plus, pour chaque anecdote, chaque dessinateur, il est vraiment aux petits oignons, quoi. Ça roxe du saucisson. Vraiment, c'est vraiment top. Et je pense que ça va sortir en VF, c'est obligé, parce qu'en plus, chaque numéro est un double numéro. Il y a 40 pages à chaque fois. Et il y en aura 6. Et vraiment, je peux que vous conseiller, soit d'y prendre en VO quand ça sortira, ou d'y prendre en VF quand Monsieur Mornet de chez Delcourt le sortira. Parce que vraiment, c'est de la frappe atomique. Même si vous avez jamais lu de votre vie Spawn, c'est de la frappe atomique. Parce qu'au final, il y a très peu de lien avec Spawn. Hein. Vous voyez juste, en fait, un mec qui devient un monstre. Et en fait, il vous raconte sa vie, des trucs de fou, quoi. Et en plus, les dessins, ils sont super beaux. Et si vous avez 5 dessinateurs différents, 5 dessins de fou, avec à chaque fois des super scénarios, avec à chaque fois un personnage principal qui est complètement frappadingue et qui est vraiment un psychopathe fini. Vraiment, Violator, c'est top. Je peux que vous le conseiller quand ça sortira un jour, en VF ou en VO. Ensuite, on continue avec ce que moi j'appelle Cyberpunk Spawn. Parce que je trouve que ça sonne beaucoup mieux que Rat City. Donc grosso modo, Cyberpunk Spawn, c'est quoi? C'est un spawn dans le futur, dans un univers cyberpunk. C'est une série vraiment très cool, qui est écrite par Erika Schultz. Ce qui est à noter, parce que souvent McFarlane est très proche des projets. Alors que pour celui-là, il a laissé énormément de liberté, et ça se voit, parce qu'au final, Rat City est très peu connecté au lore de Spawn général, mis à part le fait que vous avez un spawn dans Rat City, en effet, mais c'est un spawn du futur qui a quasi aucun rapport avec les spawns d'avant, et d'ailleurs, vous les voyez jamais. Donc ce spawn-là, c'est propre au protagoniste, c'est son propre acolyte, sa propre vie, etc. Sa propre origin story aussi, qui est très cool, le premier numéro est vraiment top. Et en plus, Zé Carlos au dessin, c'est vraiment quand même stylé. Donc, Cyberpunk Spawn, écoutez, c'est de la bonne cam. Je peux que vous le conseiller. On continue donc avec Deadly Tales of the Gunslinger, qui est du coup les histoires du Gunslinger dans son monde, dans son époque. Parce qu'on a une série qui s'appelle Gunslinger Spawn, en effet, également, qui je pense, voilà, je vais vous la sortir direct comme ça, on va traiter les deux en même temps, c'est mieux. Du coup, on a 2 séries maintenant de chez Gunslinger. Je pense que c'est parce que ils ont très vite vu que les gens adoraient le personnage. Et surtout parce que la série Gunslinger était vraiment très très bonne. Et à chaque fois, je conseillais aux gens de commencer avec le tome 1 de Gunslinger si vous avez la flemme de commencer Spawn depuis le début. Grosso modo, vous avez 2 séries. Donc celle-là, c'est la première qui est sortie. Et en fait, ça vous raconte Gunslinger dans notre monde à nous moderne, qui a été en fait transféré dans notre monde par, entre guillemets, un problème temporel. Et là, vous avez Deadly Tales of the Gunslinger. C'est le Gunslinger dans son univers à lui, du Far West. Les deux sont vraiment très cool. Je vais quand même commencer par Deadly Tales of the Gunslinger, qui a vraiment des super dessins de Patrick Reynolds, bien dark, bien hachuré, bien vénère, bien sale. C'est vraiment bien, ça dépeint bien, je trouve, cette époque-là du Far West, cowboy indien et tout. Vraiment, je sais pas, il y a une super vibe.
J'adore, c'est bien sale, il y a des grosses répliques, des grosses punchlines. Ça claque vraiment, quoi. C'est vraiment cool, le Deadly Tales of the Gunslinger. Le premier numéro, en plus, il est top. Et vraiment, il y a des dessins qui sont super beaux. Et donc, pareil, je sais pas comment ils vont le sortir en VF, mais si vous pouvez pas lire en VF et que vous aimez bien lire la VO, je vous conseille de prendre. On est qu'au numéro 3. Je pense que trouver les deux d'avant, c'est largement faisable encore. Si vous allez chez Pulse, Album, Central, à Paris, c'est sûr que vous trouvez. Et je pense que même dans les comic shops à Lyon ou à Bordeaux, parce que je crois qu'il y a Pulse Bordeaux aussi, vous allez trouver aussi. Franchement, c'est de la bonne cam, allez-y. Pareil, du coup, sur Gunslinger, pas grand chose à dire. C'est toujours de la bonne cam. Au dessin, c'est toujours Barberie. Comme je dis souvent, avant, c'était un peu plus beau, légèrement, parce que je trouvais que Brett Booth, il avait vraiment un Brett Booth, je sais pas comment on dit, moi je dis Brett Booth, mais il avait vraiment un trait bien sale, bien vénère. Mais là, sur ce numéro-là, je trouve vraiment que Barberie, il fait vraiment un travail de frappe à dingue aussi. Et encore une fois, Gunslinger, c'est un personnage qui pète la classe. C'est ultra hollywoodien, ultra blockbuster, c'est super cool à lire. Il y a un côté vraiment défouloir quand vous le lisez. Quand vous avez fini de lire, vous avez vite envie de savoir la suite. Vous voyez, là, je vous montre la dernière page, parce que de toute façon, ça spoil pas. Si là, vous n'avez pas envie de voir la suite, moi, je sais pas, j'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de voir comment lui va finir et tout. Mais voilà, vraiment, chaque planche a la classe, chaque case est stylée, il n'y a aucune fausse note. C'est ultra bien rythmé, c'est ultra dynamique, vraiment. Pareil, Gunslinger Spawn, c'est du petit lait, on adore, ça fait le café tout le temps, c'est pète sa mère. J'ai pas d'autres superlatifs abusifs dit de manière vulgaire. Gunslinger Spawn, c'est trop bien, ça existe en VF, je vous le conseille très vivement. Si vous avez jamais lu Spawn de votre vie, prenez le tome 1 de Gunslinger Spawn, ça va être cool, ça va vous donner le ton de ce que c'est Spawn, c'est-à-dire une licence, pour moi c'est un comics indépendant, mais c'est un peu donné une licence où vous avez des dessins super beaux, des histoires qui, ok, ne sont pas faites par Honoré de Balzac, mais sont super divertissantes et super cool. Et surtout, une mise en page, une manière d'iconiser les personnages, une manière de donner envie aux gens de lire tellement c'est simple et fluide, que vraiment c'est trop cool, quoi. Moi, quand je suis dans le RER, je lis ça, j'ai l'impression que le RER, il passe en 5 minutes, quoi. Vraiment, c'est topissime, Gunslinger. En parlant du coup des dernières séries qui restent, il en reste plus que 3. Souvent, c'est les 3 principales qui restent. On a du coup Spawn, la série principale. On en est au numéro 361, on commence à faire, mine de rien. King Spawn, la série 42, et j'adore cette couverture. Et The Scorched, qui est du coup les Avengers des Spawn, le numéro 38. J'ai pas grand chose à vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai tout reçu aujourd'hui. Et le problème, c'est que j'avais pas d'autres créneaux. Donc en fait, cette vidéo, sinon, elle allait sortir dans un mois et j'allais pas faire non plus. J'allais pas faire la sortie des février en fin mars, quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai lu le numéro 361 de Spawn. Donc du coup, les deux autres, je vais juste montrer les intérieurs plus tard. Donc, c'est Brett Booth au dessin. C'est de la frappe atomique. Je vais vous montrer pourquoi c'est de la frappe atomique. Voilà. C'est trop beau. Ça a une classe incommensurable. Boum. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on parle pas beaucoup du récit. Et oui, c'est vrai. En même temps, on est au numéro 361. Si je dois tout vous expliquer depuis le début, ça va être très long. Mais grosso modo, super cool. Ce qui se passe, ça continue à être vraiment la classe. Et en plus de ça, c'est ultra divertissant, c'est ultra dynamique, plein d'actions. On a vraiment pas mal de choses qui changent. Vraiment, c'est un truc que je trouve cool chez Spawn. C'est que je trouve que ça se renouvelle quand même vachement bien. C'est que, ok, les histoires sont pas folles, mais c'est pas horrible. Vous voyez, il n'y a pas de moment facepalm où vous vous dites, c'est quoi cette connerie, vous voyez. Le seul moment un peu en creux, c'était les numéros 250, là, quand on n'avait plus Al Simmons. Et encore, même à ce moment-là, ça allait. Le seul défaut pour moi, c'est qu'on avait Kudranski au dessin. Et Jason Shawn Alexander. Et sinon, vous voyez, là, c'est la classe. Vous avez envie de lire. Vous avez envie de voir plus d'images comme ça. Vous voyez, moi, limite, Spawn, vous pouvez l'acheter juste pour un artbook. Comment j'exagère. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment top. Moi, de toute façon, je suis un VRP pour Spawn, donc voilà. Le numéro 361 était super fun à lire. Vraiment pareil. Si vous voulez lire Spawn, en plus en VF, il y a tout qui est disponible, ce qui est assez fou quand même. Vous pouvez tout lire, vous pouvez acheter tout. C'est parce que Delcourt fait un travail de frappe à dingue. Thierry Mornay fait vraiment un super taf pour faire en sorte que tout soit dispo. Et franchement, moi, je peux que lui tirer mon chapeau parce que c'est super cool de permettre à cette licence, à cette série, à tout ce que vous voulez, d'être disponible pour tout le monde encore aujourd'hui en intégralité, quoi. Donc vraiment, vous voulez commencer Spawn, prenez le tome 1, et voilà, vous vous lancez, vous voyez si vous aimez bien ou pas. Si vous avez la flemme de vraiment tout rattraper, vous prenez Spawn Renaissance tome 1, et puis voilà, vous commencez, vous verrez bien. Et sinon, si vous avez la flemme de juste lire Spawn, parce que vous vous dites il y a trop de tomes, vous prenez Gunslinger, et c'est trop bien. Donc voilà, je vais terminer en vous montrant un peu d'intérieur. Donc d'abord de The Scorched, qui est lui dessiné par Stéphane Segovia depuis le début, hein, quasiment. Il y a quasiment pas eu de numéro où c'est pas lui qui dessine. Et encore une fois, pareil, on est sur du Spawn, c'est du petit lait.
c'est toujours beau, c'est toujours la classe, toutes les planches sont ultra stylées, mais je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu le numéro. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est super beau et que le Viscerator, ça a l'air vraiment d'être la classe aussi comme antagoniste. Et on termine du coup avec King Spawn, qui est encore aussi une licence, enfin une série dérivée de Spawn principal, qui peut se lire en parallèle, un peu comme Batman et Detective Comics. Et pareil, là au dessin, on a du coup Yildiray Cinar, je crois, c'est ça, qui pareil fait un taf super stylé, voilà. Donc voilà, moi j'ai pas lu le numéro non plus, mais vous voyez, j'ai déjà envie de le lire. Hein. Dès que j'ai du temps, je vais y lire, c'est sûr. Parce que rien que le visuel me fait envie d'y lire. Alors vous allez me dire, oui, c'est superficiel, il n'y a pas d'histoire et tout. Alors oui, mais d'abord, quand je suis dans un RER, j'ai pas forcément envie de lire un comics qui me raconte Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui est d'ailleurs un très bon bouquin, mais c'est pas le sujet. Mais juste, moi, oui, en effet, voir ça, je trouve que ça me stimule, c'est stylé, j'adore, je trouve que ça a une épicness incroyable, comme tout Spawn d'ailleurs. J'ai tellement été attaché en fait à tous les personnages, à tout l'univers, à tout l'environnement, que en plus la manière dont c'est mis en scène, la manière dont les dessins les met en avant, fait que vraiment j'ai toujours envie d'y lire, ou j'arrive pas à stopper. Et je sais pas comment McFarlane fait, mais je trouve que, à part Jason Shawn Alexander et Kudranski, qui sont pas ma tasse de thé, et encore même là, c'est pas non plus moche, c'est juste que j'aime pas trop le style. À part ça, tous les dessinateurs de toutes les séries Spawn sont toujours topissimes. On va donc s'arrêter là-dessus, parce que la vidéo, mine de rien, elle fait plus de 45 minutes. Mais, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour certains, si vous avez eu le courage. Pour ceux qui ont juste voulu voir certains comics et pas d'autres et tout, moi je m'en fiche. Hein, le but, c'est juste de vous proposer, moi, mes achats. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des comics à me conseiller, ou des nouvelles séries qui vont commencer dans pas longtemps, que vous voudriez que j'achète ou que je teste. Si vous, sinon, il y a des séries que je lis que vous aimez pas, et que vous voulez me donner votre avis, bah n'hésitez pas. Moi, de toute façon, j'adore savoir l'avis des gens. Si vous n'aimez pas Ultimate X-Men, dites-moi pourquoi. Si vous n'aimez pas Spawn, en règle générale, dites-moi pourquoi. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, hein, il y a plein de trucs où je trouve que j'ai des goûts de chiottes. Hein. Donc, on a tous le droit d'avoir des goûts personnels. Et moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un de pas avoir les mêmes goûts que moi. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Ça dépend du moment auquel vous écoutez cette vidéo. Tchuss tout le monde.